Nous allons commencer notre discussion. Pour résumer ce que nous venons d'apprendre et pour donner un petit peu de temps à chacun pour digérer tout cela, je vais entamer la discussion. On a parlé stéréotypes, biais, heuristiques, différents types de biais. Et je souhaitais vous demander de préciser s'il y a des différences et si oui, quelles sont les différences entre stéréotypes et biais cognitifs dans le contexte du genre. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est lié? Et par exemple, j'ai le sentiment que les stéréotypes sont le résultat d'un ensemble de biais cognitifs. Pourriez-vous clarifier cette notion, s'il vous plaît? Je pense que c'est également très important parce que la manière dont on différencie les biais cognitifs et les stéréotypes, ce n'est pas juste une question de sémantique. Cela veut dire que l'on peut former ou combattre ces aspects avec des outils différents, ce qui est ce que je souhaiterais que nous abordions dans la suite de notre discussion. Donc peut-être, Suzanne, pouvez-vous commencer? Ensuite, chacun d'entre vous pourra ajouter et nous prendrons les questions des participants et Eliana va nous transmettre les questions de nos participants en distanciel. Oui, alors moi, je peux vous donner ma réponse. Il y aura sans doute des désaccords, mais les psychologues sociaux pensent que les biais cognitifs, c'est les idées que l'on a sur des groupes de gens, c'est-à-dire que les femmes sont plus aimantes, prennent plus soin d'autrui, mais sont également moins intelligentes, moins compétentes, etc. Ce n'est pas nécessairement un biais, et c'est là que c'est intéressant, parce que aujourd'hui, on quitte l'ancien débat des définitions en disant que ce sont simplement des croyances associées à un groupe qui peuvent être vraies ou non. Alors que pour un biais, je dirais que cela implique que quelque chose n'est pas vrai, qu'on est en train de mal interpréter quelque chose. Donc, la question est de savoir si un stéréotype est vrai ou pas, ou si c'est un biais, ou si c'est une évaluation correcte d'une situation, simplifiée, mais une bonne évaluation d'une situation. Oui, je suis assez d'accord. Pour moi, un stéréotype, c'est une heuristique, et dans certains contextes, cela devient un biais. Si je catégorise, l'heuristique me permet d'être efficace. Si je dois vérifier chaque chose à tout moment, c'est impossible. Donc, l'heuristique est utile également. Si je marche, s'il fallait que je calcule à chaque fois la longueur de mon pas, ce serait impossible. Donc, je le fais de manière automatique et de temps en temps, je tombe. C'est un prix acceptable. Et l'heuristique permet de catégoriser les choses rapidement. Ce sont des fruits, des légumes, des chaises, des tables, etc. Les biais, c'est lié au contexte. Dans un certain contexte, ces heuristiques peuvent devenir non optimales, voire fausses, et du coup deviennent un biais qui mène à la discrimination, etc., etc. Et seriez-vous d'accord si je dis les hommes sont des leaders naturels, les femmes sont émotionnelles? J'ai tendance à dire que cette phrase est un stéréotype. Mais prenons maintenant l'exemple de quelqu'un qui recrute et vous avez deux candidats, un homme, une femme. Même si la femme a plus de compétences et plus d'expérience, le recruteur va choisir l'homme. Et pour moi, ça, c'est un biais. Est-ce que vous seriez d'accord avec cela? Pour moi, les deux sont un biais. Dire que les hommes sont naturellement des leaders et les femmes sont naturellement émotionnelles, c'est un biais. Si on pense en modèle théorique, on dit que le genre est prédicteur au sens que c'est quand on dit que le genre est le principal prédicteur du leadership, c'est pas vrai. Vont intervenir différents facteurs,
comment vous avez été élevé, votre milieu social, comment vous parlez, tout cela, ça intègre le modèle du leadership. Et quand on sursimplifie les choses et qu'on n'est plus optimal, à ce moment-là, on tombe dans le biais. Donc, je dirais que vos deux phrases sont des biais. Et autre chose à prendre en compte, je pense qu'il faut regarder les choses à deux niveaux. D'abord, est-ce que la première hypothèse que vous avez proposée est vraie pour une majorité des cas? Est-ce que c'est quelque chose de biologique, etc. Mais même si vous me démontrez que oui, c'est le cas, il y a une grande majorité, ensuite, si vous regardez l'individu, vous ne pouvez pas savoir. C'est comme de dire les hommes sont en moyenne sont plus grands que les femmes. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont systématiquement plus petites que tous les hommes. Donc, il y a deux défis. Est-ce qu'il y a d'abord une moyenne au niveau du groupe? Et ensuite, est-ce que cette moyenne de groupe s'applique à l'individu? Et c'est pour ça qu'il est si difficile de voir les biais, parce qu'on fait les allers-retours entre ces deux niveaux. Mais les deux doivent être tenus à l'esprit. Wim, je pense que c'est un très bon résumé. Le biais démarre dès lors que l'on passe du général à l'individuel. Et est-ce que la généralisation au niveau du groupe est vraie ou pas? Est-ce que les hommes sont naturellement leaders plus que les femmes en majorité, oui ou non? Et ensuite, on passe à l'individu. Et si on applique le même raisonnement à l'individu, c'est là que l'on a un biais qui peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, au niveau des interventions, je pense que c'est vraiment sur ce point qu'il nous faut agir. Parce que même si au niveau du groupe, le stéréotype est véridique, c'est-à-dire que oui, la plupart des hommes sont plus grands que la plupart des femmes, si on prend une décision sur une personne individuelle, si par exemple vous décidez que vous allez recruter la personne la plus grande, eh bien, il peut se trouver que ce soit une femme. Donc, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est les mesurer, les mettre sous la toise, et vous allez recruter la personne la plus grande en centimètres. Donc, quand on conçoit des interventions au niveau des biais, je pense que c'est là-dessus qu'il faut faire attention et c'est là-dessus qu'il faut agir. Merci. Y a-t-il des questions des participants dans la salle? D'une manière générale, merci de garder les masques quand vous posez une question, car nous partageons le même micro. D'accord. Merci pour ces présentations très intéressantes. J'ai une question sur l'acquisition des biais et sur la force de leur persistance. La comparaison que Wim a faite sur l'addiction. L'addiction, c'est un phénomène très intéressant. Un fumeur sait que c'est mauvais, mais n'arrive pas à arrêter. Et une chose qui est fascinante, c'est comment on acquiert un biais et dans quelle mesure ces biais sont-ils réversibles. Il serait très intéressant de savoir, par exemple, une chose qui vient facilement à l'esprit, c'est la récompense sociale, parce qu'on acquiert des biais au sein d'un groupe social, et si tout le monde pense la même chose, on est encouragé à adopter les mêmes biais. Donc, si l'on veut inverser les biais, il serait intéressant de savoir quels sont les, les moteurs qui nous amènent à les acquérir. Et ce n'est pas juste une question intellectuelle, parce que ça ne suffit pas de savoir qu'il existe un biais pour pouvoir le corriger. On sait que ces biais sont profondément imprimés dans le cerveau, en quelque sorte. Donc, je voulais savoir si dans vos études ou dans les études de quelqu'un d'autre, vous aviez essayé d'appréhender cette question, de voir comment les biais sont acquis et comment ils peuvent être inversés. Alors, quand on expose aux bons stéréotypes, entre guillemets, pour dire que, par exemple, tous les Marocains ne sont pas des criminels, plus vous avez d'exposition à cela, plus cela aide à corriger cette association, ce biais. Mais pour revenir à ce que vous disiez, je pense également que
Quand les gens témoignent d'une certaine sensibilité, c'est plus facile parce qu'à ce moment-là, les gens prennent conscience qu'ils font des choses que sans doute ils ne devraient pas faire. Mais quand, mais vous avez aussi des gens qui se rendent compte qu'ils font des choses qui ne sont pas bien, continuent à le faire et du coup, ça empire la situation. Donc, je ne sais pas, quand vous regardez le cas des psychopathes, par exemple, si vous ne vous rendez pas compte que ce que vous êtes en train de faire est mal, c'est mal. Mais si vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de faire n'est pas optimal, au moins ça ouvre la voie à une intervention qui permettra d'améliorer les choses et qui vous permettra de prendre de meilleures décisions. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour les autres. D'une manière générale, il y a deux mécanismes en jeu. Vous avez les biais acquis par l'expérience personnelle qui ont généré des expériences négatives. Et ensuite, vous avez bien entendu la transmission culturelle. Et nous savons que ces deux types de biais sont appliqués dans les biais sur les genres. On a vu que les biais sur les genres sont imprimés très tôt dans l'âge où des toutes petites filles commencent à mettre du rouge à lèvres, par exemple. Et c'est très influencé par la manière dont sont traités les hommes et les femmes. Et c'est pour ça que toutes ces études que j'ai partagées avec vous sont importantes. Il y avait une étude de Max Weisbourg qui a étudié des enfants de 6 à 10 ans qui regardaient un dessin animé à la télé, le même, et la petite fille avait des comportements soit cohérents, soit non cohérents. Et il était intéressant de voir comment les autres personnages du dessin animé répondaient à ce personnage de petite fille. Et quand vous avez des comportements qui sont incohérents avec le stéréotype, les réponses sont beaucoup plus agressives. Et les enfants l'ont vu et avaient appris que si j'ai des comportements qui sont incohérents avec le stéréotype, je vais avoir des réactions négatives. Et donc là, l'intérêt, c'était de voir comment les enfants étaient capables de comprendre la réaction émotionnelle d'autrui quand on est capable de le faire. Et à la fin de l'étude, et c'est pour ça que c'est important, cela montre combien les mécanismes peuvent être subtils, les mécanismes qui font que on acquiert les attentes d'autres groupes de personnes, simplement par l'observation. Et cela se passe très tôt dans l'âge. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'intervention efficace? Parce que bien souvent, vous disiez que c'est imprimé dans notre cerveau. Je serais assez en désaccord avec cette affirmation. Nous sommes très doués pour observer l'environnement, en inférer les normes et agir en fonction de cela, mais nous sommes également capables de nous adapter. Donc, je ne suis pas convaincue que ce que vous avez appris quand vous aviez 2 ans va rester en vous pour toute éternité. Mais tout dépend de ce que vous avez acquis comme antécédent. Des questions de nos participants à distance? Oui, une question de Sophie Nicole qui demande, enfin qui dit que ces biais sont là pour motiver notre comportement social de manière instinctive. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir des comportements sociaux adaptés sans ces biais? Qui souhaite répondre à cette question? Question super intéressante parce qu'aujourd'hui, on parle des aspects négatifs des biais. Mais les biais peuvent également être positifs. Si j'ai ce biais de confirmation avec ma fille, ça va me permettre de la traiter de manière préférentielle par rapport à d'autres. C'est comme le biais de mauvaise foi. Donc, pour revenir à ce que vous disiez sur cette cognition qui est intégrée dans un cercle social, qui a du feedback constant avec les antécédents que l'on s'est créés. Donc, la question se complique quand on parle de ces biais. Oui, on est très bon à comprendre les signaux sociaux parce qu'on se forme
par les liens, par les relations sociales. Nous sommes des êtres, des animaux sociaux. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres et voir quand ces mécanismes d'apprentissage vont nous aider pour maintenir une cohésion sociale, pour maintenir des groupes cohésifs, pour se renforcer positivement. Parce que là, on ne parle que de biais et de cognition sociale, mais quand je reçois un patient et que c'est une personne jalouse, c'est un indicateur de ce qui lui fait mal. Et du coup, ça devient beaucoup plus compliqué de démêler tout cet apprentissage et tout le feedback de la société. Et tout ça se passe constamment. Et avec les normes sociales, tout se complique encore plus. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très compliqué de tout démêler. Nous allons prendre une autre question de nos participants dans la salle. J'ai beaucoup aimé les exemples quand vous disiez si vous voulez recruter la personne la plus grande pour un poste donné. Est-ce que cela veut dire qu'il faut rédiger les objectifs, les critères objectifs avant de recruter pour pouvoir confirmer l'approche? Alors, il y a beaucoup d'éléments qui montrent que effectivement, c'est ce qu'il faut faire quand vous recrutez. Il faut avoir des critères clairs, bien définis, rédigés, mis par écrit, parce que nous savons qu'un entretien non structuré, c'est la porte ouverte au biais. Donc oui, bien sûr. Merci, Christian. Autre question? Oui, de Delphine, qui disait, les orateurs ont donné des exemples de tests réalisés aux États-Unis, principalement. Est-ce que vous savez si de telles études ont été menées en France? Car les biais ne sont pas nécessairement exactement les mêmes. Toutes les études que je vous ai montrées, je vous ai montré un exemple américain, mais on les mène en France et les résultats sont exactement les mêmes. Les biais des Français sont similaires à ceux des biais, aux biais des Américains. Donc malheureusement, oui, c'est généralisé. Certains biais cognitifs euh, passent d'une culture à l'autre. Par contre, il y a des biais culturels qui sont très sensibles à la culture, notamment le biais sur le genre. Si vous allez en Russie, par exemple, il y a un stéréotype qui dit que les femmes sont très bonnes en maths et du coup, vous avez beaucoup de mathématiciennes très célèbres, alors que dans d'autres pays européens, comme en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, le stéréotype, c'est que les femmes sont mauvaises en maths. Donc, cela montre que les stéréotypes peuvent être très différents d'une culture à l'autre. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que les résultats des États-Unis sont transposables au contexte européen. Quand on parle de biais, il y a des différences culturelles, notamment le biais d'attention. Quand je contrôle le mouvement des yeux en Europe, on a des résultats très différents de ce que l'on a quand on mène le test au Japon. Donc, le traitement de l'information va changer d'une culture à l'autre. J'ai le sentiment que dans notre débat, nous oublions les prophéties d'autoréalisation. Par exemple, il faut que je recrute la personne la plus grande. Pourquoi est-ce que cette personne est la plus grande? Et dans cette étude, est-ce que vous avez des moyens de tenir compte de cela ou d'avoir un contrôle? Je sais que c'est pas facile, hein, mais dans ces débats, je pense qu'il faut aussi parler de ça.
Je disais simplement que si vous avez un critère objectif, il faut l'utiliser. Et ensuite, si je vous montre les résultats, je vous montre en centimètres, cette femme est plus grande. Et certains vont me dire, oui, mais ton maître, il n'est pas super précis parce qu'on sait que les hommes sont de toute façon plus grands. Donc, vous avez le problème. Vous avez un critère objectif que vous allez tester et ensuite, il faudra interpréter. Et au niveau de l'interprétation, vous aurez toujours du biais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, si les garçons sont plus grands, c'est pas forcément le meilleur exemple sur la taille d'ailleurs, mais si je veux la meilleure personne en maths, par exemple, pourquoi est-ce que ce serait un garçon qui serait le meilleur en maths? Est-ce qu'on doit s'en tenir à ces critères ou est-ce qu'il faut commencer à passer à autre chose? C'est un peu comme un débat social sur une question scientifique. Non, mais c'est très important pour bien recentrer le débat. Pour réussir, on dit qu'il faut être ambitieux, agressif, pour être un bon leader, plutôt que de montrer de l'empathie. Et donc, c'est en fonction de l'idée que l'on a du leadership. Maintenant, la question est de savoir quels sont les critères qui sont applicables pour le recrutement pour tel poste. Comment est-ce que l'on sait? Si on pouvait montrer objectivement que les femmes sont plus empathiques que les hommes, on ne sait toujours pas ce à quoi c'est dû. Est-ce que c'est parce que nous vivons dans une société qui met l'accent là-dessus ou est-ce qu'il y a des raisons biologiques à tout cela? Et je dirais que pour beaucoup de personnes, quand elles entendent parler de la différence de genre, ils pensent immédiatement qu'il y a une composante biologique. Et or, nous, en tant que scientifiques, on essaye de montrer comment l'esprit peut amener à ces conclusions sans qu'il y ait de composante biologique. Mais d'un autre côté, on n'en sait pas grand-chose. Peut-être qu'il y a une composante biologique. Et c'est la raison pour laquelle ces questions sont si difficiles à traiter. On n'en sait rien. On pourrait avoir une société tout à fait avec une parfaite égalité entre les gens et toujours se confronter à ces différences de traitement entre les gens. Je pense que c'est aussi l'importance des modèles théoriques et comme vous l'avez montré dans votre présentation, on n'a pas encore toutes les données. Donc, on a des modèles théoriques qu'on est en train d'élaborer. On ne sait pas si c'est lié à la pression sociale, à la culture. On ne sait pas encore quels sont le poids des différents facteurs et quel est leur impact sur les différents types de comportements, sur la tâche du dessin. Quand on dit c'est une tâche de géométrie ou quand on dit c'est un dessin. C'est un peu comme l'effet Pygmalion parce que l'enseignant s'attend à ce que les filles soient moins bonnes en maths. Donc, est-ce que il va, sans s'en rendre compte, leur accorder moins d'attention? Est-ce que c'est la structure biologique du cerveau qui fait que les garçons sont plus doués pour la pensée abstraite que les filles? On ne sait pas. Là, il y a de vrais défis pour identifier ces différents éléments. Eh bien, écoutez, nous n'avons plus le temps que pour une question rapide de Zoom parce que le temps passe très vite. Oui, une question. Il me semble que le contexte dans lequel est mesuré le biais est critique. Imaginons que on ait une petite créature verte qui se comporte très bien au milieu de petites créatures vertes dans un environnement où il y a également des petites créatures rouges. Et si on fait un test pour voir quelle est la créature qui mène le mieux le test, eh bien, le groupe va choisir la petite créature verte par rapport à la petite créature rouge. Donc, dans ce contexte, quels sont les niveaux de biais de groupe et de biais de culture? C'est ce dont on parlait, ce sont les antécédents. Quand on fait le test du dessin et de la géométrie, il y en a un autre dans les années 60, on donnait un exercice de mathématiques à des petits garçons et à des petites filles, et les garçons réussissaient mieux. Donc la conclusion était les garçons sont meilleurs en maths. Et on est revenu sur le test 20 ans après et on a dit c'est un exercice de maths pour les petites filles et les résultats ont été totalement modifiés. Donc ici, tout dépend des antécédents culturels dans une société.
et comment on fait pour corriger cela. Et ça, c'est le Saint Graal, hein. Comment est-ce que l'on peut identifier les biais? Est-ce que c'est au niveau de l'expérimentateur, des personnes sujettes du test? Est-ce que c'est au niveau du test lui-même? Est-ce que ça varie d'un pays à l'autre? Il faut vraiment identifier tous les facteurs qui sont en jeu et qui créent ce contexte. Oui, j'ai beaucoup parlé déjà, mais je voulais simplement dire que ce qui est important, c'est de dire que cela amène souvent à des débats contradictoires. Dans l'exemple du leadership, bien entendu, beaucoup de positions de leadership sont encore tenues par des hommes blancs que l'on considère comme étant plus ambitieux, plus agressifs, capables de travailler dans un environnement de concurrence, etc. Maintenant, la question est de savoir si le critère posé à la base n'est pas mauvais, parce qu'il avantage les hommes systématiquement. Mais par contre, ça ne pose pas de question sur le stéréotype. Ça dit qu'on a posé les mauvais critères. On dit, OK, on ne tient pas compte des qualités qu'une femme peut apporter au débat. Mais est-ce la bonne question à se poser? Est-ce qu'on est en train de mesurer sur la base de critères qui seraient élaborés pour les petites créatures vertes, alors qu'ils ne devraient pas être élaborés pour les petites créatures vertes? Ce qu'il faut, c'est ensuite revenir aux stéréotypes. Et je pense que dans le monde réel, tout ça pose problème pour trouver de bonnes interventions, parce que certaines interventions disent, OK, on accepte qu'on est tous différents, il faut que les critères de sélection soient plus larges, ou bien on dit, non, on est tous le même, mais c'est l'environnement qui est mauvais, donc peu importe les critères, ce qu'il faut, c'est réfléchir autrement. Merci. Eh bien, écoutez, si les choses étaient simples, on ne serait pas là. Mais je pense que vous nous avez donné un résumé très intéressant et ce dessin nous résume les choses très bien. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour ce débat. Merci à tous les intervenants pour leurs questions. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons le temps de faire une pause café et on se retrouve dans 20 minutes. Merci.